90% de taux de réussite, un concept qui est clé en main, et entreprendre sans risque. Si tu t'es un jour intéressé à la franchise, tu as entendu ces phrases. Elles sont sur tous les sites spécialisés, dans toutes les brochures, sur tous les salons, et elles sont extrêmement convaincantes. Mais est-ce que tout ça est vrai? Eh bien, petit spoiler, absolument pas. Et aujourd'hui, je vais te montrer d'où viennent ces chiffres et pourquoi est-ce qu'ils sont profondément trompeurs, et surtout comment ne pas tomber dans le piège si tu envisages de te lancer en franchise. Ok, commençons par ce fameux chiffre. 90% des franchises sont encore en activité après 5 ans, contre seulement 50% pour les indépendants. Ça, tu l'as lu partout. C'est devenu un argument de vente, une massue utilisée par toute l'industrie de la franchise, mais d'où est-ce que ça vient exactement? Des chercheurs universitaires se sont penchés sur la question et leur conclusion est absolument brutale. Je te la résume. Les données sur les échecs en franchise ont été, et là c'est une citation directe, fabriquées, mal utilisées, détournées et manipulées. C'est pas moi qui le dis, c'est publié dans les revues académiques. Alors comment est-ce qu'ils s'y prennent pour gonfler les chiffres? Le problème, c'est la méthode de calcul. Et quand tu comprends comment ça marche, tu comprends l'arnaque. Premièrement, un point de vente qui est revendu à un autre franchisé n'est pas compté comme un échec. Le magasin est toujours ouvert, donc c'est un succès, sauf que le premier franchisé, lui, a peut-être perdu 100 000 € avant de revendre. Deuxièmement, un franchisé qui perd de l'argent mais qui reste ouvert parce qu'il est coincé par son contrat, il n'est pas compté comme un échec non plus. Il souffre en silence, mais statistiquement, c'est un succès. Troisièmement, un franchisé qui quitte le réseau, d'un commun d'accord, souvent après des mois de galère et une négociation tendue, n'apparaît nulle part dans les statistiques de faillite. La seule chose qui est comptée comme un échec, c'est la liquidation judiciaire formelle. Tout le reste est invisible. Et tu veux savoir le pire? Il n'existe aucun taux officiel de sinistralité des franchises en France. Aucun organisme ne le mesure. Ce chiffre de 90%, personne ne peut le prouver. Alors la vraie réalité de la franchise, c'est quoi? Un expert reconnu de la franchise, Rupert Barkoff, qui était président du forum sur la franchise de l'American Bar Association, l'a résumé de manière très simple. Pour un réseau de franchises typique, la réalité elle se découpe en 3 tiers. Un tiers des franchisés gagne bien sa vie, un tiers équilibre ses comptes, il ne gagne pas d'argent mais il n'en perd pas non plus, il est break-even, et un tiers a des problèmes financiers sérieux. Et là, on est très loin des 90% de réussite promis, non? Et ces chiffres ont été confirmés par une étude indépendante réalisée par Franchise Analyse Incorporation sur le réseau PacMail, qui a trouvé des proportions quasi identiques. Maintenant, parlons argent concrètement. En France, les franchisés gagnent en moyenne 30 000 à 50 000 € par an. Pour les meilleurs, dans des secteurs comme la restauration ou les services à la personne, ça peut monter au-dessus de 100 000 €. Mais c'est l'exception, pas la règle. Et surtout, il y a un paradoxe que personne ne te montre. Le retour sur investissement en franchise prend au minimum 5 ans. C'est le temps qu'il faut pour amortir ton investissement que tu as mis au départ. Or, beaucoup de contrats de franchise ont une durée de 5 à 7 ans, ce qui veut dire que tu commences à peine à rentabiliser ton investissement au moment exact où tu dois renégocier ton contrat. Et si le franchiseur décide de ne pas te renouveler ou de changer les conditions, tu as travaillé 5 ans pour rien. Et n'oublie pas, sur tes revenus, tu payes un droit d'entrée, souvent entre 15 et 50 000 €, des royalties mensuelles entre 3 et 7% de ton chiffre d'affaires, que tu sois rentable ou pas. Et parfois une redevance publicitaire, encore 1 à 3% de plus. Tout ça sur un chiffre d'affaires dont tu n'es même pas le seul maître puisque tes prix, tes fournisseurs et ta stratégie sont dictés par le franchiseur. Maintenant, les pièges que tu ne vois pas avant de signer, et crois-moi, ils sont bien cachés. Le piège numéro 1, le DIP embelli. Le document d'information précontractuelle, c'est le document légal que le franchiseur est obligé de te transmettre avant la signature. Il liste le départ du réseau, mais il ne liste pas les raisons des départs. Un franchisé qui part d'un commun d'accord après avoir perdu 80 000 €, il apparaît comme un simple départ, pas comme un échec. Et toi, en lisant le DIP, tu te dis tiens, il y a peu de départs, ça a l'air solide, sauf que la réalité derrière ces départs peut être catastrophique. Le piège numéro 2, c'est le chiffre d'affaires pilote gonflé. Le franchiseur te montre les résultats de son magasin pilote pour te convaincre. Mais ce magasin pilote, il est souvent situé dans un emplacement premium, un centre-ville très passant ou un centre commercial de première catégorie. Il est géré par le franchiseur lui-même avec des années d'expérience et un personnel rodé. Toi, dans une ville moyenne, avec ton niveau d'expérience et un emplacement moyen, tes résultats seront très différents. Et le franchiseur le sait, mais il ne te le dit pas.
Le piège numéro 3, c'est l'exclusivité territoriale floue. On te promet une zone exclusive où aucun autre franchisé ne pourra s'installer. Super sur le papier. Sauf que si tu lis le contrat en détail, et je veux dire chaque ligne, chaque clause, tu découvres parfois que le franchiseur se réserve le droit d'ouvrir un nouveau point de vente à quelques kilomètres. Ou pire, de vendre en ligne sur ta zone sans aucune restriction. Tu te retrouves en concurrence avec ta propre enseigne. Le piège numéro 4, c'est la liberté encadrée. Celui-là, c'est le plus pervers. Tu es légalement indépendant, c'est ton entreprise, mais dans les faits, tu choisis pas tes fournisseurs, tu fixes pas tes prix, tu décides pas de ta déco, de ton agencement, de ta communication locale, tu peux même pas adapter ton offre aux spécificités de ta zone. Tu payes comme un entrepreneur, avec tous les risques qui vont avec, mais tu es contraint comme un salarié, sans le salaire garanti, sans les congés payés et sans le chômage. Le piège numéro 5, c'est la clause de non-concurrence. Si tu quittes le réseau, parce que ça marche pas, parce que tu veux reprendre ta liberté, ou simplement que le contrat arrive à terme, tu ne pourras souvent pas exercer le même métier dans la même zone pendant 1 à 2 ans. Tu perds ton savoir-faire acquis, ta clientèle construite et ta zone de chalandise d'un coup. 5 ans de travail et tu repars de zéro. Bon, je ne suis pas là pour dire que la franchise est forcément mauvaise. Il y a des réseaux sérieux, des concepts solides et des franchisés très heureux. Mais tu dois savoir comment évaluer avant de signer un chèque. Parce que le problème, ce n'est pas la franchise en soi, c'est l'asymétrie d'information entre toi et le franchiseur. La première chose, qui est une règle importante, c'est de parler aux franchisés, les vrais franchisés. Pas ceux que le franchiseur te présente, évidemment il va te montrer ses meilleurs éléments, ceux que tu choisis dans la liste du DIP. Appelle-en au moins 10 et expose-leur la question qui tue. Si c'était à refaire, est-ce que vous signeriez encore? Leur hésitation, leur ton de voix, leur silence te diront plus que n'importe quel DIP. La deuxième chose, c'est de calculer ton point mort, pas celui du franchiseur. Prends tes charges réelles, ton loyer dans ta ville, tes charges sociales, tes frais de déplacement, ton salaire minimum pour vivre, ajoute les royalties et la redevance de pub, ajoute 6 mois de marge de sécurité. Et regarde si le chiffre d'affaires prévisionnel est réaliste. Pas le prévisionnel du franchiseur, le tien. La troisième chose, c'est de lire le contrat avec un avocat spécialisé en franchise. Pas un avocat généraliste, un spécialiste du droit de la franchise. Les 2 000 € que tu dépenses pour cet accompagnement peut en économiser 100 000. C'est le meilleur investissement que tu feras dans tout ton projet. Cet avocat va repérer les clauses abusives, les zones grises, les engagements cachés que toi, tu ne verras pas. La quatrième chose, c'est de comparer franchisé et indépendant. C'est la question que personne ne pose et pourtant c'est la plus importante. Sur le même secteur, combien gagne un indépendant qui ne paye pas de droits d'entrée, pas de royalties, pas de redevance de pub et qui a une liberté totale sur ses choix? Parfois, la différence de marge compense largement l'avantage de la marque. Et parfois non, mais il faut faire le calcul. La franchise, c'est un outil, c'est pas un raccourci. Et comme tout outil, il peut construire ou détruire. Ça dépend de comment tu l'utilises et surtout comment tu le choisis. Le vrai problème, c'est pas la franchise en soi. C'est le marketing autour de la franchise qui te vend du rêve en cachant les risques, qui te montre les 90% de réussite sans te dire que ces chiffres sont du vent, qui te fait signer un contrat de 5 ans sans te prévenir que tu n'auras pas amorti ton investissement avant la fin. Maintenant, tu sais comment lire entre les lignes. Tu sais quelles questions poser, tu sais où chercher la vérité, et ça, c'est ta meilleure protection. Si tu hésites entre franchise et indépendant, dis-le moi en commentaire avec ton secteur, je te donnerai mon avis honnête. Et si tu connais quelqu'un qui envisage de se lancer en franchise, envoie-lui cette vidéo, ça peut lui économiser des dizaines de milliers d'euros. D'ici là, je te laisse t'abonner à la chaîne si tu veux voir toutes les vidéos qui vont arriver et surtout activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les dirigeants!